Bonjour à tous et bienvenue pour cette masterclass isotier. Alors, ce matin, on va parler de rhum. Alors, ce matin, ouais, on est toujours ce matin, c'est bon. On va pouvoir parler donc de rhum. Là, on va en l'occurrence parler de rhum blanc, de rhum vieux, on va parler d'agricole, on va parler de jus de canne, on va parler de mélasse, on va parler de traditionnel. Bref, on va vraiment visiter la Réunion à travers cette dégustation. Et qui de mieux que Marie Ferrand pour nous présenter justement cette marque. Je te laisse officier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass. Trop vite. Masterclass, rhum agricole, rhum de mélasse, dualité ou complémentarité. Donc d'abord, j'avais envie de vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème, d'où m'est venue cette idée. Bien, elle m'est venue l'année dernière, dans les allées du Whisky Live, quand j'avais entendu un visiteur dire le problème avec les rhums de mélasse, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans. Ça m'avait un peu titillé, alors je ne vais pas vous faire toute la discussion que j'ai eue avec ce monsieur ensuite, mais en fait il avait dit ça alors qu'il s'apprêtait ou il hésitait à déguster entre un rhum agricole Naisson, je m'en souviens encore, et un rhum de mélasse de la distillerie de Savannah, qui est un de nos confrères à La Réunion, dans l'espace VIP. Autant vous dire qu'en fait les deux rhums qu'il pouvait déguster les yeux fermés étaient des rhums d'exception. Et donc j'avais envie, à travers l'histoire de notre maison, vous présenter ces deux rhums, le rhum agricole et le rhum de mélasse, et plutôt que de les opposer comme on a tendance à le faire et de vouloir les classer, un meilleur que l'autre, finalement ce sont deux rhums différents, avec des atouts tous les deux, et on choisit à la maison Isotier, plutôt que les opposer, de les associer. Alors, sans rentrer dans toute l'histoire de la Réunion et de la maison Isotier, c'est quand même important quand même pour moi de resituer un peu et vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à la maison Isotier, on fait ces deux types de rhum. Donc la canne a été introduite à La Réunion en 1663 et ce n'est qu'à partir de 1815 qu'il y a eu le début des productions de rhum à base de mélasse à La Réunion. Alors pourquoi 1815 ? C'est à partir de là que l'industrie du sucre s'est installée à La Réunion et donc que les cannes ont commencé à être acheminées vers les sucreries et que les rhummiers du coup ont récupéré la mélasse pour en faire du rhum. Mais dans tout ce temps entre 1663 et 1815, à La Réunion, on faisait déjà du rhum. Alors, il ne s'appelait pas rhum à l'époque, on a fait du fangourin, de l'arak, mais en tout cas, c'était déjà un alcool fait à partir de jus de canne fermenté. Et puis, avec l'arrivée de l'industrie sucrière, on a commencé à faire également du rhum de mélasse à La Réunion. Isotier, là-dedans, se situe en 1845. C'est la date de la création de la distillerie Isotier par deux frères, Louis et Charles, qui sont arrivés à La Réunion quelques années avant et qui se sont installés et qui se sont investis dans l'agriculture, dans la canne, dans le sucre et également dans le rhum. Donc finalement, depuis le début de son histoire, Isotier produit du rhum et a produit à la fois du rhum agricole et du rhum de mélasse. On a d'ailleurs eu notre propre moulin jusque dans les années 1980. Aujourd'hui, nous faisons toujours du rhum agricole avec du jus du premier moulin de la sucrerie qui est à proximité de la distillerie. Et c'est également de la sucrerie, pardon. Et c'est également auprès de cette sucrerie qu'on se fournit en mélasse pour faire notre rhum de mélasse. Alors, à nouveau, je dis, je ne vais pas vous donner toutes les dates. Une date importante pour le rhum, 2015, c'est la création de l'IG Réunion. Donc à La Réunion, nous avons une indication géographique rhum de La Réunion qui est gage de qualité et s'il faut retenir quelque chose qui déjà veut dire que les rhums de La Réunion sont produits avec des cannes qui poussent sur le sol de La Réunion, avec du jus de canne et de la mélasse de La Réunion. Les étapes de fermentation, de distillation et également de vieillissement sont faites à La Réunion. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure de déguster notre rhum vieux 7 ans, qui en 2015 a été élu meilleur spiritueux du monde au Spirit Selection. Et un des produits de la gamme Triangle qu'on lance en 2022. Donc vous pourrez en déguster un tout à l'heure. Et puis si vous voulez goûter les autres, vous pouvez aller sur le stand de la maison qui est juste en face dans la Rhum Gallery. Donc n'hésitez pas.
Alors là, simplement pour vous visualiser de quoi je vous parle, donc on a ici la distillerie, je m'approche un petit peu pour ne pas pointer, la distillerie ici qui est au milieu des champs de canne et d'autres cultures. Vous voyez ici notre atelier de fermentation. La distillation est cachée dans la partie qui est surélevée pour pouvoir y faire rentrer notre colonne de distillation, puisqu'on est en colonne, on a une distillation continue, donc en colonne. C'est une photo qui date un petit peu, donc depuis notre cuve de mélasse a été changée, celle-ci était en acier, on l'a changée, et puis surtout, on voit la liquoristerie ici en bas de l'image qui est actuellement en agrandissement, donc le bâtiment s'est étendu. Et puis là, vous avez, pour visualiser, la Réunion, vous le verrez dans 2 slides, nous sommes à Saint-Pierre, donc dans le sud de l'île. Donc, comme je disais, la maison Isotier a sa distillerie. Nous avons également notre chai de vieillissement dans lequel nous élevons patiemment nos rhums. La liquoristerie qui va s'occuper de tous les assemblages, les préparations pour les boissons spiritueuses, que je ne vous montre pas ici, mais Isotier fait également des rhums arrangés, autres liqueurs. Et puis, nous avons également des cannes, plus de 230 hectares de cannes dans le sud de l'île. Voilà, alors, pour resituer, je vous ai montré La Réunion, Saint-Pierre dans le sud de l'île et La Réunion à l'échelle mondiale, ce petit point dans l'hémisphère sud à proximité de Madagascar, au milieu de l'océan Indien. Alors, à nouveau, on parle de rhum de mélasse, de rhum agricole. Pour moi, ce qui est important au départ, ça va être la canne, bien entendu, une canne de qualité. Et pour avoir une canne de qualité, c'est avant tout l'importance d'un terroir. Et à La Réunion, nous avons la chance d'avoir un terroir très riche. D'abord, on a un climat tropical, c'est important à la fois pour la préparation de nos rhums blancs et pour le vieillissement tropical de nos rhums. Nous avons un terroir volcanique, c'est une île jeune, avec un volcan notamment qui est encore actif, et si ça n'a pas changé depuis hier, il est actuellement en éruption, qui va du coup nous apporter un sol très riche en minéraux. Nous sommes une île, une petite île, donc on a également l'influence océanique avec les embruns marins qui pourront être apportés jusqu'aux cannes qui sont plantées jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et pour les cannes qui sont plantées à basse altitude, elles vont elles-mêmes déjà, d'ores et déjà, je vais y arriver, puiser dans le sol du sel et de l'iode. Et enfin, à La Réunion, nous avons des centres de recherche, le CIRAD et Aircan. Je voulais simplement les mentionner puisque Aircan, c'est un centre d'expertise mondiale de la canne qui fait des recherches et qui développe les souches de canne qui sont aujourd'hui utilisées à La Réunion, mais également ailleurs dans le monde. Alors maintenant, je reviens sur le sujet du jour, on va dire, rhum de mélasse, rhum agricole. Alors, j'ai depuis tout à l'heure parlé de rhum de mélasse. Le terme officiel pour les rhums que nous produisons à La Réunion, c'est rhum traditionnel de sucrerie. Donc rhum de mélasse, finalement, c'est tout un monde. On peut avoir des rhums légers comme des rhums très chargés. On pense à des grands arômes, à des esters comme des rhums de Jamaïque, par exemple. À La Réunion, en tout cas chez Isotier, le rhum de mélasse qu'on produit, c'est un rhum traditionnel. Donc on n'est pas sur du rhum léger. On a dans la réglementation une teneur en substances volatiles qu'on se doit de respecter, à minimum 225 grammes par hectolitre d'alcool pur. Alors, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais je sais que pour certains, ça peut intéresser. Donc nous ne sommes pas sur du rhum léger, on n'est pas non plus sur du grand arôme, mais on a des rhums de mélasse qui sont expressifs. La mélasse, pour aller au bout de l'histoire, donc c'est un coproduit de la production du sucre. On broie la canne, on a du jus de canne. C'est avec le jus de canne qu'on va faire le rhum agricole. Pour faire du rhum de mélasse, donc on broie la canne, on a le jus de canne, jusque-là c'est pareil. Ensuite, on va chauffer le jus, l'évaporer. Il y a plusieurs étapes d'évaporation pour obtenir un sirop. Ce sirop va ensuite être cristallisé pour récupérer les cristaux de sucre. Donc tout ça, c'est fait à la sucrerie, pas chez nous. Et il en reste un coproduit de la fabrication du sucre qui est la mélasse que nous utilisons pour faire notre rhum de mélasse. Alors j'ai amené un échantillon de mélasse, je ne vais pas vous le faire passer là, mais si vous êtes intéressé, en fin de masterclass ou au stand également, il y a un échantillon si vous voulez le sentir, parce que pour moi c'est une matière très intéressante, très puissante avec plein d'arômes, et on va retrouver ces arômes dans nos rhums de mélasse. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche à faire, c'est préserver
les arômes qu'on a dans les matières premières, dans nos rhums blancs, et également ensuite dans nos rhums vieux. Donc quand on sent la mélasse, on va avoir une odeur de sucre, bien entendu, mais une odeur de sucre caramélisé. On sent ces étapes de cuisson. On a un côté réglisse, un peu boisé, un peu mentholé. On a un côté pruneau. Enfin voilà, plein de choses qui se passent rien qu'en sentant la mélasse. Donc, sans rentrer dans le détail de la fabrication, chez Isotti, nous utilisons les mêmes installations pour faire le rhum agricole et le rhum de mélasse, mais on va le faire à des moments différents, avec une matière première différente et avec des paramètres différents. Donc là, vous avez une photo de notre atelier de fermentation avec nos cuves. Donc la première étape pour la fabrication du rhum, la fermentation, qui est à l'origine de l'alcool et des arômes. Ensuite, après fermentation, on obtient du vin qu'on va passer dans notre colonne de distillation continue que vous voyez ici, ou en tout cas vous en voyez une proportion, la partie colonne d'épuisement. On ne voit pas notre colonne de concentration qui est en cuivre à l'arrière, mais qui va nous permettre de concentrer l'alcool, de concentrer les arômes et de sélectionner les arômes. On obtient ainsi notre rhum blanc. Le rhum de mélasse coule à 89 degrés, le rhum agricole coule à 70 degrés. On pourra en faire des rhums blancs, vous allez pouvoir en déguster 2 dans quelques instants. Et une partie des rhums sont mis à vieillir dans notre chai de vieillissement, également à proximité de la distillerie, sur le même site. Nous avons la particularité de mettre nos rhums en vieillissement à haut degré. Donc le rhum de mélasse à 89 degrés sera mis en vieillissement et le rhum agricole sera mis également en vieillissement à 70 degrés dans nos fûts. Nous allons maintenant pouvoir passer aux dégustations, à nouveau pour pouvoir illustrer mes propos et je pourrai vous expliquer un peu ce que vous dégustez. Nous allons commencer par les 2 rhums blancs, donc ce sont les numéros 1 et numéro 2 sur vos sets. Nous avons choisi de vous présenter ici des rhums blancs de dégustation qu'on appelle les agents doubles 01 et 02. À nouveau, pour illustrer tout ce que je vous ai dit avant, nous faisons du rhum agricole, du rhum de mélasse et nous avons choisi ici de les associer avec des proportions différentes pour avoir 2 produits qui sont à la fois miroirs, à la fois reflets l'un de l'autre et avec des caractéristiques bien différentes. Donc le premier rhum, vous pouvez commencer à le déguster. Donc c'est l'agent double 01. Assemblage donc de rhum agricole et de rhum de mélasse avec une majorité pour celui-ci de rhum agricole. On est sur 65% rhum agricole, 35% rhum de mélasse. Alors ces 2 rhums blancs sont à 55 degrés. Et au niveau de la préparation, donc nous avons distillé les rhums séparément. Notre rhum de sucrerie, brut de colonne à 89 degrés. Notre rhum agricole, brut de colonne à 70 degrés. On les a laissés reposer en cuve inerte pendant environ 1 an. Et c'est après ça que nous avons fait les assemblages. Donc quand je vous dis 65%, 35%, c'est 65% de rhum agricole à 70 degrés, 35% de rhum de mélasse à 89 degrés. Et ensuite, nous les avons mouillés pour les ramener à 55 degrés. Donc là, dans ce premier rhum, à majorité agricole, on a un nez herbacé qu'on peut retrouver bien entendu dans les rhums agricoles. Il est assez doux. Et on va avoir une douceur, presque une sucrosité qui est apportée par le rhum de mélasse. Alors, je vais vous laisser déguster. Je m'étais dit, je vais peut-être le faire en même temps, mais vous allez m'entendre cracher, ça ne va pas être joli. Donc je vous laisse les déguster, je les connais moi. Donc en bouche, on est à 55 degrés, mais on ne sent pas forcément ces 55 degrés d'alcool. On trouve dans ces 2 agents doubles que c'est vraiment l'association des 2 rhums. On prend le meilleur de 2 et on va avoir un côté prononcé en arôme avec un côté fruit exotique qui vient de la mélasse mais qui sera arrondi et adouci par le côté agricole. Alors, on va pouvoir passer au rhum numéro 2. Je vais vous présenter les rhums et puis n'hésitez pas en fin de présentation, bien entendu, à poser des questions, que ce soit des questions techniques ou des avis sur les dégustations. N'hésitez pas, on est là aussi pour échanger.
Donc l'agent double numéro 2, oui. En alambic à colonne, tout à fait. 100%. À la maison Isotier, nous avons une installation, nous avons nos cuves de fermentation, une colonne de distillation, donc un alambic à colonne, et les 2 rhums, du coup, sont faits dans notre colonne. Pas du tout. Pas du tout, on n'en rajoute rien dans les rhums. La sucrosité, c'est vraiment une sucrosité naturelle qu'on va avoir au goût, mais si on analyse le rhum, on ne trouvera pas de sucre. C'est vraiment, non, pas du tout. C'est vraiment, d'ailleurs, dans l'indication géographique, quand on fait du rhum traditionnel, on ne peut pas ajouter de sucre dans les rhums. Mais c'est bien que vous en parliez parce que c'est vraiment une caractéristique de nos rhums. Dont je parle, quand vous allez déguster nos rhums vus après, on a vraiment cette sucrosité, mais qui est une sucrosité naturelle, qui n'est pas une sucrosité en termes chimiques ou techniques. Si on analyse le rhum à nouveau, on n'aura pas de sucre dedans. Mais c'est vraiment le respect de la matière première. On part de la canne, donc on part d'une matière sucrée avec ces saveurs qui finalement se retrouvent dans nos rhums, que ce soit le rhum agricole, le rhum de mélasse, dans les rhums blancs et aussi dans les rhums vieux. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est vraiment très intéressant, je vous remercie beaucoup. Je sais que certains fabricants utilisent la bagasse. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utilisez Alors, certains fabricants utilisent la bagasse pour le rhum. Ouais. Ça m'étonne. Ok. Parce que la bagasse, alors dites-moi si vous avez un autre exemple, mais la bagasse, en fait, à mon avis, c'est plutôt la mélasse ou la vinasse peut-être. Je vous explique. La bagasse, quand on broie la canne, on a le jus de canne et ce qu'il en reste, la fibre, ça va être de la bagasse. Alors, j'en ai pas avec moi là, mais c'est de la fibre de canne. Alors, peut-être, en effet, c'est vrai qu'on ne le fait pas, peut-être qu'en fermentation, certains peuvent en ajouter, comme on peut le faire pour le tequila avec de l'agave, où on va rajouter à nouveau de la fibre après broyage en fermentation. Alors, peut-être, en effet, pour les rhums, que certains en font avec la bagasse, mais la bagasse, pardon, je ne connais pas personnellement. Voilà. Par contre, certains peuvent utiliser de la vinasse. Donc la vinasse, quand on fait du rhum, on va d'abord faire la fermentation, on va obtenir un vin qu'on va ensuite distiller. Quand on va distiller le rhum, en haut de la colonne, on va obtenir notre rhum chargé en alcool. En bas de la colonne, le vin épuisé en alcool s'appelle de la vinasse. Et cette vinasse-là peut être éventuellement ajoutée en fermentation à petite dose quand on fait des rhums high ester ou des rhums grand arôme pour avoir une fermentation plus aromatique, plus chargée. Alors, je ne vous avais pas montré la fiche tout à l'heure du rhum agent double 01, mais je crois que je vous ai dit à peu près tout dessus. Donc, nous pouvons passer à l'agent double 02. Qui du coup, donc c'est le numéro 2 sur votre set, donc le deuxième rhum blanc. Celui-là, je vous ai dit, donc c'est le reflet du premier, 65% rhum de mélasse, 35% rhum agricole. Donc il est également, cette fois, si je vous ai mis la fiche, il est également à 55 degrés. Là, on a un nez qui va être plus fruité. On a un côté fruit exotique qui est vraiment typique de nos rhums de mélasse, avec un côté un peu plus intense, un peu plus épicé, qui, pour certains, peuvent rendre une sensation d'alcool plus fort, ce qui n'est pas le cas à nouveau, on est à 55 degrés également. Et là, qu'est-ce que le rhum agricole apporte à ce rhum? Il va ajouter de la rondeur à ce rhum et l'adoucir et ajouter également de la longueur en bouche. Oui, attendez, j'ai eu le monsieur. Non? Ça marche. J'avais juste une petite question, vous avez commencé à en parler un petit peu, notamment sur les distillations plus légères, et notamment donc, les high ester et le grand arôme. Alors j'avoue un peu mon inculture là-dessus, sur la partie grand arôme, on entend souvent parler de ça sur la Réunion. Est-ce que vous faites une distinction, est-ce que c'est juste un autre terme pour les high ester à la Réunion? Et
en termes de distillation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'alambic qui va jouer? Est-ce que c'est une méthode de distillation particulière? Alors, Vinasse aussi, donc voilà. d'abord, à la distillerie Isotier, nous ne faisons ni du rhum à ester ni du rhum grand arôme, mais c'est vrai qu'on en fait à La Réunion. Donc ça, la distillerie de Savannah fait du grand arôme à La Réunion. Alors, à ester, grand arôme, on va dire que c'est des termes assez similaires, avec une définition un peu plus précise pour le grand arôme. C'est une catégorie à part entière dans l'indication géographique rhum de La Réunion. Donc on a vraiment une teneur en substance volatile et une teneur en ester qui est spécifique. Ce ne sera pas forcément le cas pour un high ester, qui aura aussi beaucoup d'ester, beaucoup de congénères, mais je ne suis pas sûre qu'on ait une teneur minimum à l'opposé du grand arôme qui doit respecter cette teneur minimum. Après, on est quand même dans la même catégorie de rhum, des rhums chargés en arômes. Et c'est surtout, alors même si on n'en fait pas, c'est surtout la fermentation qui joue dans la production du grand arôme, avec l'ajout des vinasses et avec des fermentations qui sont très longues. Nous, quand on fait du rhum de mélasse, on est sur 24 heures de fermentation. Le rhum agricole, on est sur 35 heures de fermentation. Quand on va faire des rhums grand arôme, on est souvent sur 48 heures de fermentation, voire plus, parfois une semaine, ou parfois encore plusieurs semaines de fermentation. Il va y avoir, on en parle peu aussi souvent, mais un travail sur les levures. Nous, on travaille avec une souche de levure pour faire les grands arômes. Les high ester, souvent, on va faire des combinaisons de levures pour à nouveau chercher au maximum les arômes. Donc les arômes qui sont présentes dans la matière première, dans le jus de canne, dans la mélasse pour le coup quand on fait du grand arôme et des high ester, dans la vinasse, mais ce sont les levures qui vont aller récupérer ces arômes et les garder quand ils produisent de l'alcool, vont également récupérer ces arômes. Voilà. Après, pour la distillation, on a une distillation qui est assez similaire à la distillation d'un rhum de mélasse traditionnel. Alors, je vous propose de passer au rhum vieux. Alors là, vous allez déguster 3 rhums vieux que j'ai choisis pour aller à nouveau avec le discours et le thème d'aujourd'hui. Vous allez avoir d'abord le rhum vieux 7 ans Isotier, qui est un rhum 100% mélasse. En second, vous aurez le rhum 10 ans Isotier, qui est un rhum 100% agricole. Et enfin, le Louis et Charles, qui va être un assemblage de rhum agricole et de rhum de mélasse. Donc, vous pouvez commencer par le rhum vieux 7 ans. C'est celui que vous avez en numéro 3, au milieu du 7. Donc 100% mélasse. Donc ce sera le cas pour les 3 rhums vieux que je vais vous présenter. La distillation en colonne continue, je vous ai dit, nous avons une colonne à la maison Isotier et nous utilisons pour faire l'ensemble de nos rhums. Vieillissement tropical puisque tout est vieilli dans notre chai à La Réunion. Et pour le type de fût, nous travaillons pour nos rhums vieux avec des fûts de chêne français, avec un procédé de vieillissement propre, ou en tout cas que tout le monde ne fait pas. Nous mettons nos rhums à vieillir dans des fûts neufs d'abord. On suit ce rhum pendant quelques mois et au bout de quelques mois, ça va être entre 6, 12 mois, 14 mois parfois, on va basculer ces rhums en fût roux. Et nous avons dans notre chai des fûts roux ex-cognac et ex-rhum Isotier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le chai que l'on utilise actuellement date de 2005. Donc, en 2005, nous avons mis des rhums à vieillir dans des fûts neufs. Ensuite, nous les avons basculés en fût roux, parce qu'il ne faut pas laisser un rhum dans un fût neuf éternellement. Il va prendre trop de boisé, il va épuiser le fût et il va être trop chargé en arômes. Donc, on les a transférés dans des fûts roux vides de cognac. Et puis, au fur et à mesure des années, nous avons créé nos propres fûts roux. Puisqu'on continue à avoir ce process, nous mettons un rhum à vieillir dans un fût neuf, nous le passons en fût roux, nous remettons un rhum dans ce même fût. Il est toujours neuf, mais au bout de 2 à 3 passages, ce fût qui était neuf au départ devient fût roux ex-rhum Isotier. Voilà, pour l'explication. Donc, ce rhum est à 40 degrés. C'est un rhum de mélasse, donc on retrouve bien les caractéristiques du rhum de mélasse, les fruits mûrs, les fruits exotiques, qui avec le vieillissement vont être complétés par le côté fruits confits, les agrumes. Et avec l'aération, on va avoir le côté toasté qui est lié au vieillissement qui apparaît. Et avec des notes vraiment gourmandes, vanillées, un peu pâtissières, qui sont vraiment propres au
au vieillissement et qui ont un bon équilibre avec notre rhum de mélasse. Et toujours, une vraie caractéristique de nos rhums de mélasse, cette fraîcheur qu'on a au nez et ensuite en bouche également. C'est un rhum qui est assez gourmand, qui est très soyeux. Vous le voyez d'ailleurs sur le verre, il laisse pas mal de larmes. Donc on a presque, on ne peut pas dire un sirop, mais on a vraiment quelque chose qui est très ample en bouche. Et c'est pour ça que j'ai du mal à dire pour ces rhums, même si à nouveau, je le répète, nous ne rajoutons pas du tout de sucre dans nos rhums, mais on a vraiment cette impression de sucrosité qui donne cette gourmandise à ce rhum. Oui. Vous avez une région de... Merci. Alors, on n'a pas. Est-ce que vous avez une origine de fûts à donner, limousin, vosgien éventuellement, Eh bien, ou une on combinaison utilise des deux des fûts qui viennent de différentes régions. Ça va être les tonnelleries avec lesquelles on travaille qui vont vraiment aller sélectionner les bois. On travaille avec 2 tonnelleries aujourd'hui, mais je sais qu'elles ont de bois des différentes régions en métropole. Certaines de la région de Cognac, mais pas que. Pas de fûts américains, en l'occurrence. Pardon ? Pas de fûts américains. Pas de fûts américains aujourd'hui, en l'occurrence. On a choisi des fûts de chêne français à grains fins, ce qui est assez atypique dans le monde du rhum, et surtout après avec des chauffes légères à moyennes, là aussi qui est assez atypique. On ne veut pas marquer nos rhums très vite. D'ailleurs, quand vous le verrez, quand vous allez déguster le rhum 10 ans agricole, il peut surprendre certaines personnes qui sont habituées à des rhums 10 ans antillais qui vont être plus marqués parce qu'ils utilisent souvent des fûts ex-bourbon ou des fûts qui ont une chauffe très forte au départ, des fûts qui vont être noirs à l'arrivée, qui vont vraiment marquer le rhum plus rapidement. C'est pas ce qu'on recherche nous dans nos rhums. Après, voilà, on ne s'interdit pas un jour d'utiliser des chênes américains, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. On a un petit chai et on a vraiment voulu, depuis 15-17 ans maintenant, dans ce chai-là, créer une lignée isotier, une trame isotier. C'est pour ça qu'on ne s'est pas diversifié. On est sur du chêne français, des grains fins, et des chauffes légères à moyennes pour l'ensemble de notre gamme aujourd'hui. Et on voit que en mettant des rhums de mélasse, des rhums agricoles, avec le travail sur les comptes d'âge, avec le suivi de vieillissement, et bien avec ce squelette-là, on arrive à faire des produits qui sont vraiment de qualité et qui sont très variés entre eux. Voilà. Donc vous pouvez passer au rhum 10 ans, qui du coup va être un rhum agricole 100%. Oui. Bonjour, moi j'avais une question, vous en avez parlé un tout petit peu au début, c'est sur le mouillage du rhum. Oui. C'est quel type d'eau qui est utilisée? C'est de l'eau de source? Alors, ce n'est pas de l'eau de source, mais on a de l'eau de rivière qui arrive à la distillerie et qu'on va ensuite filtrer sur place. Donc pour le mouillage des rhums, on va utiliser de l'eau osmosée, et qui est bien de l'eau de rivière au départ, qu'on va filtrer jusqu'au stade de l'eau osmosée. Ok, merci. Alors, c'est réduit, pour ce qui est entendu, c'est réduit en une fois ou en plusieurs fois. C'est réduit en plusieurs fois. En particulier pour les rhums vieux, on a un mouillage qui va s'étendre sur 6 mois minimum. D'autant plus, comme je vous disais en début de masterclass, nous mettons nos rhums à vieillir à haut degré dans les fûts, 89 degrés pour le rhum de sucrerie, le rhum de mélasse, 70 degrés pour le rhum agricole. C'est un choix. Ça se prête bien à notre vieillissement. Par contre, en fin de vieillissement, quand on va assembler ou pas, mais en tout cas qu'on va arrêter le vieillissement de ces rhums, les mettre en cuve inerte, on a un mouillage vraiment, on ne peut pas dire goutte à goutte, mais qui est très lent, qui va s'étendre sur 6 mois pour vraiment ne pas brusquer le rhum et rendre le rhum aqueux. C'est important. Donc pour revenir sur les 10 ans, ici c'est un rhum agricole, donc on a bien ce côté herbacé qu'on a tout de suite au nez quand on prend le verre. Avec un côté un peu plus épicé qui là vient du vieillissement. Au bout de 10 ans, on a les épices qui s'expriment plus, un côté un peu poivré. Excusez-moi, puis-je vous poser Oui. une question, s'il vous plaît? Vous parliez des passages en fût et ce principe d'avoir, un fût neuf, fût cognac, et ensuite vos propres fûts. Est-ce que dans ces fûts donc, qui sont liés à votre distillerie, qui ont contenu du rhum isotier, vous vous amusez, entre guillemets, à prendre des fûts ayant contenu des rhums particuliers du style la fameuse Antoinette, entre guillemets, ou le dernier que nous allons essayer, pour justement démultiplier les possibles?
Oui, alors on commence à le faire, mais c'est assez récent, puisque d'abord il a fallu créer ces fûts roux et on continue à les créer. Et vous le verrez dans le rhum suivant, le Louis et Charles, lui, est issu de fûts neufs d'abord et ensuite de fûts ex-cognac. Puisque comme je disais, à l'origine du chai, on n'avait pas de fûts roux, donc on les a achetés. Et c'est ensuite, au fur et à mesure, qu'on a créé nos propres fûts roux. Donc dans ce qu'on met en vieillissement maintenant, depuis 3-4 ans, on va dire, c'est plus récent, on va orienter les rhums et choisir de faire des lignées de rhum fût neuf, fût ex-rhum isotier exclusivement. Bien sûr, on va continuer à utiliser par ailleurs les fûts roux Louis, Charles, Antoinette ou Alfred, mais qui eux vont être les fûts finalement ex-cognac. Alors, je pense qu'on peut passer au dernier rhum vieux. Donc c'est le Louis et Charles. D'abord, pour vous donner un petit peu l'historique, le Louis et Charles, c'est un rhum de la gamme Triangle qui sort en 2022. Donc il y a plusieurs produits dans cette gamme et c'est une gamme qui est faite en hommage aux pionniers de la famille Isotier, puisque la distillerie Isotier, la maison Isotier, est une entreprise familiale depuis 1845 et c'est toujours le cas. Et nous avons Cyril Isotier qui est issu de la 7e génération et qui est ici présent aujourd'hui et qui continue du coup à diriger la maison Isotier. Et donc cette gamme est en hommage aux pionniers de cette rhummerie. Louis et Charles étant les 2 frères fondateurs de la rhummerie. Alors là, c'était pour l'histoire. Au niveau maintenant du rhum, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Louis et Charles, c'est un assemblage 50-50 entre un rhum agricole et un rhum de mélasse. On est sur un rhum de mélasse qui a 14 ans et un rhum agricole qui a 22 ans. Donc il est à 45 degrés. Et là, on va avoir un rhum qui est tout en élégance, tout en finesse. On a un nez vraiment très fin. Donc à nouveau, qui peut surprendre, il est assez atypique. Pour ceux qui sont habitués à voir des rhums vieux très marqués, ça peut vraiment surprendre. Mais moi, c'est un rhum qui me plaît beaucoup. On va avoir à la fois la douceur, la rondeur du rhum agricole qui, au bout de 22 ans, a largement eu le temps de s'arrondir. On va avoir des épices là également qui viennent du vieillissement. Et puis le rhum de mélasse va rafraîchir un peu ce rhum, le rajeunir. Alors même si 14 ans, c'est déjà un bel âge pour le rhum. Mais les rhums de mélasse gardent vraiment une fraîcheur, même au bout de 14, 15, 16 ans de vieillissement. Ils gardent vraiment cette fraîcheur. Et c'est ça qu'on a essayé de rajouter dans ce produit pour avoir une harmonie entre finissement, le vieillissement assez long, 22 ans, et un rafraîchissement par le rhum de mélasse. Oui. Alors la proportion entre les 2 rhums, on est sur du 50% agricole et 50% mélasse. Voilà, donc c'est un rhum, quand vous le mettez en bouche, qui va vraiment être doux à nouveau, très, très délicat, assez gourmand, et avec une finale qui vraiment est très longue. Donc c'est un rhum qui mérite d'être dégusté en prenant son temps. Il va vraiment s'ouvrir au bout de plusieurs minutes dans le verre. Et même au fond de verre, quand vous n'avez plus rien dans le verre, si vous ressentez le fond de verre, on a vraiment un peu l'odeur du chai. Quand on rentre dans le chai, c'est un peu l'odeur que vous avez en fond de verre. Donc là, on sent bien, on a à la fois le boisé, on a des petites notes mentholées qui viennent du rhum de mélasse et qui restent bien en bouche. La finale, on a bien cette fraîcheur qui reste.
Voilà, et maintenant, donc, simplement pour vous montrer la gamme des rhums blancs et vieux isotiers. Donc, vous avez pu déguster le rhum vieux 7 ans. Nous avons également le 5 ans et le 10 ans. Donc, à nouveau, on joue sur les deux types de rhum. Vous avez le 5 ans qui est à nouveau un assemblage, donc un blend agricole mélasse. Le 7 ans que vous avez goûté qui est le mélasse. Le 10 ans qui est l'agricole. Et dans les rhums de la gamme Triangle ou rhum d'exception, donc ce sont des éditions limitées pour cette gamme. Vous avez pu déguster le Louis et Charles qui est un assemblage. Et nous avons au stand l'Alfred qui est un rhum de mélasse 12 ans d'âge. L'Antoinette qui est un rhum de mélasse également 14 ans d'âge. Et 2 single casques, l'Élise et la Polonie. Donc à nouveau pour l'histoire, Louis et Charles, Antoinette et Alfred, ce sont des pionniers de la famille Isotier. L'Élise et la Polonie, ce sont 2 bateaux de la famille Isotier, puisque dans les années 1800-1900, on circulait en bateau. Donc, cette fois, un hommage, ou en tout cas des noms de bateaux que la famille Isotier a utilisés à l'époque. Donc, l'Élise, c'est un rhum agricole, 15 ans d'âge, et la Polonie, un rhum de mélasse, 16 ans d'âge. Et puis les agents doubles que vous avez eus avant. Voilà. Et ils ne sont pas présentés là parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais au stand, vous avez également les rhums arrangés qui ont été spécifiquement conçus pour les cavistes hôtels-restaurants. Donc vous pourrez aller les déguster sur notre stand. D'ailleurs, vous avez un petit tote bag avec la fresque, puisque ce sont les arrangés fresques qui forment une fresque de la Réunion que vous avez en illustration sur le tote bag que vous pouvez récupérer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Un rhum blanc 100% agricole. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Nous avons un rhum blanc 100% agricole. D'accord, oui, alors c'est vrai, parce que là, je vous ai présenté les blends. Alors, nous faisons un rhum blanc 100% agricole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'arrive pas jusqu'en métropole. Alors là, sur la question à l'équipe commerciale ou marketing, commerciale sans doute, aujourd'hui nous en faisons. C'est vrai que là, les premiers rhums blancs de dégustation que nous avons choisis, ce sont des blends. Excusez-moi, merci. Si je puis me permettre, la notion d'acidité dont Louis et Charles est assez fascinante. Vous l'attribuez, sans être maniaque, si l'on peut dire, de ma part, vous l'attribuez à quoi? À cette notion de vieillissement, à l'expression d'autres notes organoleptiques qui seraient liées à la notion de vieillissement? Oui, alors pour moi, dans le Louis et Charles, je pense que c'est plutôt l'acidité qu'il y avait déjà au départ dans le rhum, en particulier le rhum agricole qui a été produit et qui a ensuite resté avec le vieillissement. Après, c'est vrai, je continue à cogiter. C'est vrai que l'acidité peut être présente au départ. Le vieillissement, ce qu'elle peut apporter en plus, c'est parfois des notes d'agrumes qu'on a d'ailleurs dans le Louis et Charles, qu'on a un peu dans le 7 ans également, qui vont du coup renforcer cette sensation d'acidité. Pas d'autres questions? Bon, ben très bien. Ah oui. En termes de levure de fermentation, quelles sont les variétés que vous utilisez, et peut-être pour le rhum agricole et la mélasse? Alors aujourd'hui, on utilise des souches commerciales de levure et on utilise les mêmes souches à la fois pour le rhum agricole et le rhum de mélasse. Voilà. Madame Ferrand. Ah oui. Merci beaucoup à Madame Ferrand pour cette présentation. Nous sommes très heureux de l'avoir.